Bonjour à tous. On est présent aujourd'hui avec Antoine pour commencer notre intervention autour du service client dans un contexte e-commerce. Avant d'attaquer, est-ce que vous pouvez simplement nous confirmer que tout est correct au niveau du son, de l'image et de la diffusion de notre présentation? A priori, pas de problème. Du coup, je vous propose de démarrer. Donc, comme je le disais, on est aujourd'hui avec Antoine pour évoquer la thématique du service client e-commerce. L'idée, c'est de bien comprendre que, alors qu'il y a quelques années, toute la notion d'expérience client était majoritairement autour de l'expérience produit avec l'avènement du PIM et de tout ce qu'on a pu mettre en place chez nos clients pour améliorer la qualité de la data et l'expérience autour de ce produit. Aujourd'hui, les préoccupations de nos clients sont plus en relation sur la mise en place de services clients orientés vers cet accompagnement. Et c'est aujourd'hui, à travers ce token-là, qu'on va essayer de briser quelques idées reçues et puis de répondre à vos questions. Pour nous présenter brièvement, donc je suis Romain, je suis directeur de projet au sein de l'équipe e-commerce chez Synelia et je suis accompagné d'Antoine. Bonjour, donc moi je suis Antoine et effectivement je suis consultant et chef de projet sur l'activité CRM de Synelia et donc je suis responsable de l'accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client et donc évidemment de solutions dédiées au service client. L'idée de cette formule, comme je le disais, c'est avant tout une discussion. Donc, on va procéder évidemment à une brève introduction pour contextualiser notre intervention, mais le succès de la formule réside dans votre capacité à nous poser des questions pour pouvoir y répondre et puis échanger autour de cette problématique. Pour donner peut-être un mot effectivement sur la manière de poser les questions. C'est vrai qu'on est on souhaite vous faire profiter d'un maximum d'interactivité. Par contre, ce qu'on va vous demander peut-être, c'est de poser vos questions par écrit au travers du module dédié du webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module questions pour nous solliciter et puis on essaiera de répondre au maximum à vos attentes. Donc, comme je disais, quelques éléments de contexte avant tout pour donner du corps à cette intervention. 3 chiffres important au regard de l'activité e-commerce. Le premier chiffre, c'est 28. 28 qui représente le nombre moyen de commandes passées en ligne par un Français sur l'année écoulée. Ce qui signifie qu'au-delà de la croissance de ce chiffre depuis de nombreuses années, ce qui signifie 28 points de contact pour un Français aujourd'hui pour permettre de l'accompagner, de définir des éléments très importants dans la relation client en termes de fidélisation et d'échange avec ce client en vue d'asseoir votre image de marque et de mettre en place cet accompagnement. Et chiffre qui est directement en relation, qui est 505 qui est en millions, le nombre de colis livrés chaque année en France à la suite d'une commande passée en ligne. Là encore, ça n'étonnera personne, un chiffre qui est en constante croissance. Croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années maintenant, ce qui signifie, et ce qui appuie l'idée que l'activité e-commerce ne cesse de croître, ce qui signifie aussi que l'accompagnement d'un client qui pouvait se faire jusqu'à présent en boutique, de manière physique, alors qu'on pouvait manipuler un produit, qu'on pouvait être accompagné par un conseiller directement sur le point de vente, aujourd'hui ça se passe à distance sur des canaux qui sont digitaux, et que le réel enjeu c'est d'arriver à développer cette capacité à accompagner un client, quel que soit le canal de vente, et de plus en plus sur Internet. Le dernier chiffre qui est important au regard du contexte de notre intervention, c'est le chiffre de 3. 3 sur 10 en réalité, ce qui représente le nombre de personnes qui, après avoir ajouté un produit au panier, passent réellement commande sur un site Internet. Alors, ces 3 personnes, finalement, c'est pas l'important, c'est surtout les 7 personnes qui restent, qui représentent en réalité cette opportunité sur ces 10 personnes d'accompagner et de convertir plus des paniers qui aujourd'hui restent abandonnés. Toutes ces données seront sourcées dans le document qu'on vous transmettra à l'issue de cette présentation. Quelques chiffres cette fois plus orientés service client, des chiffres qui sont un petit peu impactants. 80, c'est le pourcentage des entreprises qui aujourd'hui pensent délivrer une expérience client optimale. Et quand on interroge les clients
de ces entreprises, on se rend compte en fait que seuls 8% sont vraiment d'accord avec cette vision. Donc, ces deux chiffres, 80, 88, montrent bien aujourd'hui l'importance du décalage qui peut exister entre la perception des entreprises, notamment des e-commerçants, et celle de leurs clients en ce qui concerne la qualité de la relation client proposée. Aujourd'hui, du coup, il est vraiment important, stratégique, d'entendre et d'accepter cette réalité et d'accepter également de se remettre en question pour améliorer cette perception de la relation client qu'une entreprise peut offrir. Un deuxième chiffre, 66. 66, c'est le pourcentage des clients qui se détournent d'une entreprise ou d'une marque après une mauvaise expérience avec le service client. On voit avec ce chiffre qui est assez effectivement percutant que le rôle du service client, il est primordial, il est crucial dans la rétention, dans la fidélisation de vos clients. Un service client qui est mal assuré, c'est autant de chances de perdre ce client et l'impact peut être encore beaucoup plus important si ce client influe négativement sur votre réputation, notamment votre e-réputation en tant que e-commerçant. Un troisième indicateur, un troisième chiffre, là encore un pourcentage, 51%, c'est le pourcentage de clients qui, dans un contexte de service client, privilégient le self-service et préfèrent régler un problème en toute autonomie plutôt que d'avoir à contacter leur vendeur. Un client sur deux va préférer en fait résoudre son problème seul. Et pour ça, il est donc stratégique de lui donner l'information, les réponses à ses questions facilement sans qu'il ait besoin d'interagir avec le service client. Voilà pour ces premiers chiffres qui vont peut-être vous faire réagir, que vous connaissez peut-être ou pas. On pourra peut-être en discuter lors de nos échanges. L'idée de cette intervention, c'est évidemment, au-delà d'échanger, c'est de briser quelques idées reçues par rapport à la mise en place d'un service client efficace. J'en profite simplement, je vois que les premières questions commencent à arriver. N'hésitez pas déjà, si ces chiffres vous font réagir, à poser ces questions via le module de chat, ce qui nous permettra d'être fluide dans la suite de l'intervention. Donc comme je le disais, oui, en effet, l'idée c'est évidemment de briser quelques idées reçues et la première qu'on entend quasiment systématiquement quand on intervient chez nos clients, c'est que le service client n'intervient qu'après la vente. Alors aujourd'hui, plus que jamais, non et surtout pas, dans le sens où évidemment, accompagner un client qui serait mécontent à l'issue d'un acte d'achat sur votre plateforme est primordial. Contenir son mécontentement sera primordial pour parvenir à le fidéliser et à lui prouver qu'au-delà de votre produit, vous savez délivrer un service client de qualité. En revanche, aujourd'hui, l'intérêt d'un vrai service client, et on verra tout à l'heure, j'espère, à travers vos questions, que l'importance d'un service client, il est présent à chaque étape clé du parcours client, depuis la décision de l'acte d'achat, en tout cas depuis le choix du bon produit au bon prix, jusqu'à ce service client, mais réellement à toutes les étapes clés du parcours client. L'idée, c'est d'arriver à être proactif pour arriver à échanger avec mon client, d'être en permanence à son contact, dans le but de fluidifier son acte d'achat, mais aussi tout ce qui est autre. Autre idée reçue, le fait que le service client ne serait qu'un centre de coût. Évidemment, pour nous, c'est une idée reçue. Romain vient de le dire, le service client n'est pas uniquement dédié à la gestion des réclamations, des problèmes qui pourraient être rencontrés par les clients après l'acte d'achat. Le service client est bien plus large et est un des principaux moyens pour améliorer la rétention de vos clients. Quelques chiffres encore pour illustrer cette information. Aujourd'hui, 65% des consommateurs vont choisir et privilégier une marque en fonction de la qualité du service client proposé. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui est primordial de prendre en compte. Un deuxième chiffre, encore une fois, 75% des clients sont prêts à dépenser plus et à être plus fidèles dans le cas d'une bonne expérience ressentie
dans un contexte de parcours d'achat, de parcours client. On voit donc que la qualité du service client, elle est devenue aujourd'hui un levier incontournable qui doit permettre de mieux connaître ses clients, de mieux les satisfaire, de mieux les fidéliser. Vous pourrez, par rapport à ce sujet du coût lié à un service client, pardon, vous pourrez consulter l'article disponible sur notre blog qui étoffe un petit peu cette question-là, qui est assez intéressant, que vous retrouverez du coup sur synolia.com. On vous donnera tous les liens à l'issue de ce webinaire. Troisième idée reçue. Troisième idée reçue, oui, en effet, c'est considérer qu'un service client performant, c'est forcément compliqué, et je nuancerai en disant complexe. Parce que, en réalité, en effet, ça peut devenir compliqué au sens que faire simple, c'est souvent compliqué. Je l'oppose à complexe dans le sens où aujourd'hui, on a énormément de solutions qui, sorties de l'étagère, vont adresser énormément de canaux, énormément de fonctionnalités, qui en fait des combinaisons infinies pour adresser un client aujourd'hui par l'intermédiaire de ces outils. En revanche, l'enjeu majoritaire, il n'est pas de tout faire tout le temps et en permanence, c'est surtout d'arriver à faire simple dans l'accompagnement d'un client en vue de fluidifier son parcours d'achat. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui énormément du e-commerce, mais du parcours d'achat multicanal. On est quand même dans un contexte où aujourd'hui, un parcours d'achat peut commencer en boutique et se finir en ligne et l'inverse. L'idée, c'est que non, ce n'est pas forcément compliqué. On peut mettre en place des solutions simples, rapides, qui vont s'appuyer potentiellement sur des fonctionnalités natives de votre plateforme et de votre écosystème, en mettant en place une organisation simple, avec les ressources à disposition, mais en cherchant à délivrer un meilleur message à vos clients et un meilleur accompagnement. Alors, place à vos questions maintenant. On va prendre du temps. Hein, c'est un petit peu l'objectif de ce webinaire, d'essayer de vous proposer des éléments de réponse aux attentes que vous pourriez avoir. On va commencer à regarder un petit peu ça et à consolider. J'ai une question qui pourrait être pas mal pour commencer. Voilà. Voilà, la question, c'est de savoir quels canaux sont à privilégier quand on cherche à mettre en place un service client efficace, j'imagine. Je reformule un peu votre question, mais je pense que l'idée est là. Alors effectivement, donc aujourd'hui, on est vraiment sur une approche du service client qui est très orientée multicanal. Donc, quel canaux privilégier dans un contexte e-commerce? Tout va dépendre en fait de votre secteur d'activité, de la cible à laquelle vos produits s'adressent. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le canal mail est idéalement dans vos contextes le formulaire de contact qu'un visiteur peut trouver sur votre site web, qui va obliger le client à structurer sa demande, sont sans doute les deux canaux qui sont les plus simples à mettre en place au démarrage, hein, notamment parce que ce sont des canaux asynchrones, des canaux qui vont être faciles à déployer. Après, aujourd'hui, finalement, on se rend compte que quand on interroge des panels de clients, le téléphone, c'est un canal qui est encore plébiscité par énormément de monde, quel que soit l'âge. Le chat, les réseaux sociaux sont évidemment des canaux qui seront plutôt privilégiés et qui adresseront prioritairement une cible plutôt jeune, évidemment. Par contre, ces trois canaux, téléphone, chat, réseaux sociaux, doivent être implémentés et déployés uniquement si vous avez la capacité de garantir derrière le niveau de service qu'il requiert. Effectivement, si vous mettez notamment en place du chat, il faut absolument garantir le niveau de réactivité qui va être attendu par vos clients. Parce que sinon, vous risquez finalement de générer de l'insatisfaction et d'avoir un effet contre-productif en amenant un canal à vos clients qui finalement n'est pas adapté parce que vos équipes ne sont pas dimensionnées pour garantir la réactivité attendue derrière ces canaux. Donc attention à ça. Cette réponse, je pense qu'elle va être le point d'articulation de beaucoup de réponses aujourd'hui. On parle de canal adressé aujourd'hui, mais en réalité, au-delà de l'intérêt du canal adressé, la vraie question à se poser, c'est votre organisation. Aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui
client, vous avez une activité en ligne sur une plateforme e-commerce du marché, ce qui signifie que quand vous avez basculé sur cette activité e-commerce, vous avez été contraint de vous organiser d'un point de vue logistique, comptable, merchandising, sur toutes les personnes qui allaient animer le contenu de votre site. Mais en réalité, un projet d'évolution de service client, il est là aussi dans une organisation pour permettre d'utiliser les outils qui vont être en phase avec votre capacité à les adresser. Et je pense qu'on pourra le préciser un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, il existe des outils assez simples à mettre en place qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'efforts, en tout cas beaucoup d'efforts à la mise en place de ce service, mais pas de ressources humaines en continu pour garantir une information disponible en permanence sur votre site. Après, on a un canal effectivement aussi qui est stratégique. On l'a un petit peu parlé au niveau des, quand on a abordé la notion de chiffres clés. Beaucoup de clients aujourd'hui souhaitent gérer, trouver la réponse à leurs questions en toute autonomie. Donc, le self-service, la FAQ, la base de connaissances mise à disposition de vos clients, c'est un canal aujourd'hui qui est très important, qui est plébiscité par énormément d'internautes et qui a un double avantage parce qu'il va réduire les demandes entrantes directement adressées au service client, ce qui va permettre à vos conseillers, à vos collaborateurs du service client de proposer aux autres clients une qualité de service toujours plus importante et plus satisfaisante. Et en plus, cette approche self-service peut faire sens dans la mesure où c'est aussi une possibilité pour vos nouveaux collaborateurs de monter en compétence plus facilement en s'appuyant du coup sur cette base de connaissances que vous aurez à même évidemment d'enrichir progressivement pour garantir sa cohérence par rapport à l'évolution de vos produits, de vos services. C'est vrai que c'est un point qu'on aurait pu aborder tout à l'heure au niveau des idées reçues. C'est vrai que quand on intervient chez nos clients et chez nos prospects, aujourd'hui, il y a encore une idée reçue qui fait que un service client ne doit être disponible que par téléphone. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut briser aujourd'hui, dans le sens où l'expérience client doit passer par la volonté de mieux satisfaire mon client. Et que, en ce sens, une bonne grille de taille qui va permettre sur le site d'être bien renseigné, d'accompagner l'acte d'achat du client, qui va, dès sa livraison, obtenir un produit à sa taille, qui va réduire de fait votre taux de retour, vos coûts de structure par rapport à toutes les problématiques logistiques, fait déjà partie d'une étape à adresser pour améliorer son acte d'achat. L'idée, c'est, au-delà d'accompagner ce client, de permettre à un client qui ne verra pas son produit avant de le recevoir chez lui, d'être pleinement satisfait, et ce, dès la première livraison. Je vois la question passer sur la question des chatbots, et que pensez-vous des chatbots qui peut justement appuyer ce discours? Un canal effectivement comme un autre, le chatbot, ouais, tout à fait. C'est là où on va rentrer dans la logique de mise en place d'un dispositif aujourd'hui qui va asseoir votre stratégie en termes d'expérience client. Quand je parle de dispositif, c'est qu'on a commencé à mettre des jalons et des mots sur des notions qui sont très importantes dans la mise en place d'un service client efficace, à savoir qu'on va chercher en permanence à hiérarchiser les informations pour réserver le temps de mes agents ou de mes ressources humaines disponibles au customer service, disponibles exclusivement pour les cas qui nécessitent une vraie valeur ajoutée, une vraie connaissance du produit. Le chatbot est un premier levier pour répondre à ça, dans le sens où on va pouvoir hiérarchiser les questions et permettre à ce qu'on appelle de manière abusive aujourd'hui une intelligence artificielle, mais de manière didactique, un client a posé des questions et à une machine de répondre à ces questions en guidant l'internaute selon des critères qu'on aura établis, une grille de questions qui sera connue de ce système, vers le bon produit, la bonne information, parce que cette information, elle existe sur le site, dans ma FAQ, dans ma grille de taille, via des attributs produits, parce que j'ai enrichi depuis des années dans mon PIM ou dans mon système de gestion de catalogue les informations du produit. Et le chatbot, c'est déjà une arme redoutable pour donner des clés à un client en vue d'augmenter sa satisfaction et d'acheter le bon produit au bon moment, mais aussi de ne pas mobiliser des agents et des personnes chez moi une fois que le travail d'enrichissement a été fait au niveau du produit, du site et du paramétrage de ce chatbot.
L'avantage aussi, parce que ça fera peut-être l'objet d'une question plus tard, mais ce qui est important d'identifier, c'est que les chatbots sont aussi un point d'entrée de questions de vos utilisateurs, ce qui va permettre de prendre du recul sur les questions fréquemment posées, en vue d'améliorer à la fois votre service, mais potentiellement vos produits, la structure de vos produits, parce que vous allez vous rendre compte que vous vendez tel type de produit et systématiquement, cette information est recherchée par les clients et elle ne lui est pas communiquée. Tes documents techniques ne sont pas associés à vos produits ou ce genre de choses. Et là, c'est une très bonne source pour identifier les problèmes en vue d'améliorer votre site pour, encore une fois, améliorer ce service et cet accompagnement. Après, concernant les chatbots, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais chercher à duper le client. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il ne faut pas non plus chercher à duper les clients en essayant de leur faire croire en fait qu'ils sont vraiment en interaction avec un humain. Donc, il faut garder cette simplicité de proposer effectivement cet interlocuteur, ce chatbot, comme étant une intelligence artificielle, une machine, et donner à tout moment la possibilité à un client de basculer sur un canal de contact avec un interlocuteur humain, physique, si jamais il le souhaite, parce qu'il n'est pas à l'aise avec cette notion de chatbot ou parce qu'en fait, il sait ou il a l'impression que le chatbot ne pourra pas de toute façon répondre à sa problématique. Autre question, qu'est-ce qu'on a ici En lien sur les... Oui, celle-ci, tout à fait. Quelle solution préconisez-vous pour mettre en place un service client dans un contexte e-commerce? Vous avez certainement, il y a trois possibilités selon moi. La première, ce serait d'exploiter les fonctions natives de votre plateforme e-commerce. Si effectivement vos plateformes proposent des modules dédiés à la gestion du service client, ça peut être une tentation de vouloir les exploiter. C'est un premier pas. C'est un premier pas, on est d'accord, effectivement. Ouais. Ça sera peut-être pas forcément une bonne idée parce que ces solutions-là, ces modules-là, ces fonctions-là, elles seront pas forcément suffisamment riches en termes de fonctionnalité. Une ergonomie qui ne sera pas toujours adaptée et donc ce ne sera pas forcément toujours satisfaisant. J'ajoute à ça que par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans la mise en place des plateformes et des écosystèmes applicatifs chez nos clients, vouloir traiter de considérations aussi importantes que le service client, aujourd'hui dans une plateforme qui est en réalité faite pour vendre, va à l'encontre de cette logique headless en microservices qu'on cherche à mettre en place, où aujourd'hui, de la même façon que vos catalogues sont gérés dans un PIM, les considérations logistiques sont gérées dans un ERP, les considérations de gestion de la relation client probablement dans un outil de CRM, avoir l'envie de mettre ces fonctionnalités dans la plateforme e-commerce est rarement une bonne idée, soit parce que vous allez être rapidement bridé par les fonctionnalités d'un outil qui n'est pas dédié à cet usage, soit parce que ces fonctionnalités vont rapidement vous faire défaut et vont vous brider aussi dans l'évolution de la mise en place du service et de cette stratégie de service client que vous souhaitez mettre en place. Une autre possibilité qui serait évidemment plus pertinente, ça serait, Romain vient de le dire, hein, d'ailleurs, c'est d'exploiter une solution CRM qui est peut-être déjà en place dans votre système d'information, parce que une solution CRM, c'est une solution dédiée à la gestion de la relation client, et évidemment, le service client est une des briques des solutions CRM. Donc, si vous avez évidemment en interne une solution CRM globale, type Sugar CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics, pourquoi pas exploiter les fonctions, les briques dédiées à la gestion du support de ces solutions qui restent des briques en général relativement basiques, mais malgré tout un peu plus évoluées qu'un module, un add-on dédié d'une solution de votre plateforme e-commerce. La troisième approche en termes de solution sera d'exploiter une solution dédiée du marché, vraiment dédiée type helpdesk, avec des fonctionnalités avancées, une approche multicanal intégrée, native, qui vous permettra un déploiement très rapide de la solution et un déploiement itératif aussi, hein, puisque évidemment, on l'a dit, on va essayer plutôt de privilégier
un déploiement progressif des canaux, ça c'est vraiment très important. Ces solutions dédiées du marché de type helpdesk vont répondre à ce besoin-là et vont surtout apporter à vos équipes une ergonomie qui va leur permettre d'avoir une productivité accrue et donc une meilleure qualité de service auprès des clients qui ont vraiment besoin d'attention. On parlait en préambule de cette intervention que, au-delà d'une problématique d'outils, c'est surtout une problématique d'organisation. Le fait de mettre en place ces outils sur des usages dédiés va aussi appuyer en interne cette organisation pour permettre à des équipes de travailler dans des outils dédiés, alors qui, au-delà d'améliorer leur efficacité et leur capacité à délivrer le bon message au client, va permettre de les concentrer sur un unique back-office avec un outil qui va proposer des fonctionnalités en vue évidemment de faire beaucoup mieux que ce que ferait nativement votre application aujourd'hui. Donc effectivement, après le choix, hein, quel type de solution choisir, ce choix-là, de toute façon, on en a parlé, mais il va dépendre effectivement du niveau de maturité, du niveau d'exigence que vous souhaitez donner effectivement à vos clients, de votre budget aussi, de l'organisation. Romain vient d'en parler. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que en 2019, vouloir maintenir une gestion de son service client avec des outils entre guillemets préhistoriques, comme pourrait l'être une feuille de calcul Excel ou une boîte mail, c'est un vrai risque pour un e-commerçant et pour n'importe quelle entreprise de toute façon, hein, parce que c'est derrière, le risque, c'est la génération du coup d'insatisfaction qui derrière peut découler sur la perte du client et pire, sur un impact négatif sur votre réputation qui lui peut être vraiment dramatique. On le sait aujourd'hui. Le risque et l'erreur à ne pas commettre, hein, on l'a déjà dit quand on a évoqué les idées reçues, l'erreur à ne pas commettre sur ce genre d'outils et dans l'exploitation de ce genre d'outils dédiés, c'est ne pas partir tête baissée à l'exploitation de toutes les fonctionnalités offertes par ces outils qui sont très complets aujourd'hui et toutes les solutions du marché vont avoir un éventail de fonctionnalités communes aujourd'hui pour adresser toute cette problématique. Comme le disait très clairement Antoine, l'objectif c'est réellement de mettre en place un parcours dans l'accompagnement de la gestion de la relation client progressive, dans lequel on va activer les canaux progressivement, potentiellement faire du test and learn pour se rendre compte que les idées qu'on avait sur les canaux privilégiés avec nos clients privilégiés ne sont pas les bons et réorienter les choses progressivement, mais l'erreur à surtout ne pas commettre, c'est de partir tête baissée sur l'intégralité de ces canaux. C'est une très bonne question là aussi également, mais je pense que tu seras plus à même de répondre, Antoine. C'est la différence entre on parle de canaux aujourd'hui pour adresser les différents clients. Quelles sont les différences entre le multi et l'omnicanal dont on entend beaucoup parler aujourd'hui? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, le multicanal, c'est le fait de proposer plusieurs canaux pour interagir avec ses clients. Donc, ces canaux, ils peuvent être, on en a déjà beaucoup parlé, hein, l'email, le formulaire de contact, le téléphone, le chat, les réseaux sociaux, le SMS. Quelle que soit l'étape du parcours client, les internautes, vos visiteurs, vos clients vont avoir besoin d'interagir avec vous il peut être stratégique, il est évidemment stratégique de leur proposer les canaux les plus adaptés, on l'a dit tout à l'heure, hein, en fonction de la cible que l'on adresse. Le problème dans un contexte, dans un environnement multicanal, c'est que c'est lorsque ces canaux en fait fonctionnent en silo. C'est-à-dire que vous initiez une conversation avec votre client sur un canal et elle démarre et se termine sur le même canal. Quand on parle d'omnicanal, l'omnicanal en fait s'appuie sur l'environnement technique multicanal mais propose en plus une intégration entre les canaux qui va donner beaucoup plus de fluidité à la conversation. On va avoir la possibilité de démarrer une interaction, une conversation avec un client sur un canal avant de la poursuivre et idéalement de la clôturer sur un autre. On peut avoir par exemple le conseiller qui va accuser réception par téléphone d'une réclamation d'un client
Cette réclamation, elle va pouvoir être escaladée auprès du service réclamation, au service litige, qui, lui, va apporter une réponse au client par email. Dans un contexte multicanal, le conseiller au téléphone va demander au client de contacter le bon service sur un autre canal. Donc, va lui dire, écoutez, pour répondre à votre problématique, contactez par email tel service. Cette approche-là va obliger le client à reformuler son problème et on sait tous qu'il n'y a rien de pire pour un client d'avoir à répéter plusieurs fois les mêmes informations. Dans un environnement omnicanal, la transmission de l'info, elle va être fluide et transparente pour le client. C'est le conseiller qui, au téléphone, va pouvoir escalader la demande initiale de la réclamation au bon service et le service réclamation sera à même de revenir vers le client sur le même ou sur un autre canal, comme notamment l'email. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une approche qui est de plus en plus orientée omnicanal, évidemment, hein, parce qu'on offre une qualité de service qui est bien meilleure au client, une fluidité qui va être appréciée. On a des chiffres là-dessus. Hein. Je crois qu'on a un chiffre qui dit que 90% des clients qui ont mis en place une stratégie omnicanal ont un taux de fidélité qui est amélioré significativement. Donc, c'est vraiment un point qui est intéressant de travailler. L'important, mais je pense que ta réponse était très très claire, c'est de rappeler quand on parle ici de multicanal versus l'omnicanalité, on parle d'omnicanalité liée au service client et à la gestion de la relation client versus l'omnicanalité dans un contexte e-commerce, à savoir qu'un parcours client peut débuter sur un catalogue pour arriver sur une appli mobile pour finalement passer commande sur un PC portable une fois qu'on est rentré à la maison. Une question qui est un peu plus orientée produit sur notre avis, si on en a un, Antoine, sur les solutions. Je reformule un peu la question, mais sur les solutions qui permettent de répondre à des questions produits, type Webbilong ou Bazaar Voice, et qui permettent d'échanger directement sur des questions des consommateurs sur les produits qui sont commercialisés. Aujourd'hui, là encore, aujourd'hui, c'est un premier pas. C'est-à-dire que ces solutions, elles ont leur intérêt dès lors qu'elles vont nous permettre d'identifier des manques ou des choses qui ne sont pas suffisamment claires dans notre façon d'exprimer des produits. C'est le cas quand on va chercher à associer des produits. Typiquement, quand j'achète ma veste de ski, je vais vouloir dans un autre listing, donc une autre page de mon site, potentiellement acheter le pantalon qui va avec. Même chose sur des parures de lingerie, même chose sur ces typologies de produits. Aujourd'hui, ces questions et ces modules de questions permettent justement de prendre de l'information auprès de nos consommateurs. La difficulté à adresser, c'est qu'elles impliquent directement la mobilisation de ressources humaines qui vont être mobilisées à l'analyse de la question, à la réponse de cette question, dans un contexte où, quand on a déposé cet avis, on attend une certaine instantanéité de la réponse, qui en plus sera publiée et publique sur le site. Donc, pour répondre, même si j'ai conscience que c'est un peu une réponse de Normand, tout dépend de votre organisation. Si vous êtes capable de mettre les ressources humaines qui, périodiquement et quotidiennement, vont être capables de recevoir les questions, de les analyser, y répondre et dialoguer avec les clients finaux, c'est une bonne solution orientée produit. Si toutefois, vous n'avez pas cette capacité rapidement à mettre en place ces ressources en adéquation avec les contraintes de la solution, c'est compliqué. L'avantage de ces solutions également, c'est qu'elles embarquent régulièrement un module d'avis vérifié qui va permettre de router des emails et de prendre de l'information sur la qualité du produit et la fiabilité des informations fournies sur le site au regard du produit qui a été livré chez le client. Et quand ça, au-delà de la possibilité d'adresser une question client, on va pouvoir récolter de l'information sur les produits, sur cette qualité de service, qui là encore va pouvoir améliorer vos process. Et là, c'est converti à ce module de questions un vrai levier de connaissances, malheureusement qui est un petit peu limité sur l'offre produit, qui, contrairement à certains canaux qu'a pu détailler Antoine tout à l'heure, notamment ces chatbots et ces
ces échanges qu'on peut avoir tout au long du parcours client, elles sont un peu limitées sur l'offre produit, là où on pourrait avoir via d'autres canaux une approche un peu plus globale. On a plusieurs questions autour du budget nécessaire à la mise en place d'une solution de service client. Là aussi, évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a plusieurs éléments qu'il va falloir prendre en compte. Il faut prendre en compte le coût de licence, qui va évidemment varier selon les solutions proposées par les éditeurs. La tarification, est-ce que c'est une tarification à l'agent, une tarification mensuelle, annuelle, etc. Donc, le coût de licence est un point à prendre en compte évidemment dans le budget. Vous aurez forcément aussi un coût de setup qui peut quelquefois, selon les outils, se limiter à un simple transfert de compétences d'un partenaire, d'un intégrateur, parce que on a des solutions qui sont aujourd'hui très ergonomiques et très intuitives et qui peuvent être implémentées assez rapidement. Et puis après, il faut peut-être pas non plus négliger d'anticiper un coût d'accompagnement par un partenaire qui peut varier en fonction de votre niveau de maturité sur votre réflexion autour de la notion du service client, mais ça peut être intéressant et stratégique d'être accompagné effectivement d'un expert qui peut être à même de vous aider à vous poser les bonnes questions avant de, je dirais, foncer tête baissée dans le déploiement de fonctions qui sont peut-être jugées assez intéressantes, mais qui n'auront peut-être pas une valeur ajoutée évidente pour vos clients dans un premier temps. Est-ce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a encore dit, mais il y a un point qui est vraiment important quand on veut délivrer un bon service client, c'est de garder en tête que la priorité numéro 1, c'est surtout de répondre à la demande du client. Après, d'avoir une approche où on essaye de lui en donner encore plus, de vouloir anticiper du cross-selling ou de l'upselling sur une interaction dans un contexte de service client, c'est pas forcément le plus stratégique. Si on est capable de répondre rapidement et correctement à la demande d'un client, on a fait 90% du boulot. En termes de satisfaction, la plupart de vos clients n'attendent pas plus que la réponse à leurs questions. Donc ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça quelquefois. Je pense que tout le monde l'a vécu quand on appelle n'importe quel fournisseur d'accès Internet avec un problème de box. L'important, c'est pas d'obtenir la dernière formule, c'est surtout de récupérer cette connexion qu'on a perdue. Et il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir quelqu'un qui a un profil commercial, qui vous cherche à vous vendre quelque chose. Non, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment, je réponds à un besoin, je délivre une information et je contente mon client dans un contexte qui est souvent de mécontentement quand on parle post-achat, mais surtout de doute quand on parle avant l'acte d'achat. Des questions aussi. Ce qui peut être en lien là, sur le choix de la solution. Ouais. Le plus important, enfin, qu'est-ce qui est le plus important dans le choix d'une solution? Alors, même si on a commencé à répondre, je pense que aujourd'hui, la réponse, c'est les fonctionnalités, évidemment, même si les solutions du marché tendent à se lisser d'un point de vue du socle commun de fonctionnalités apportées sur ces outils. L'idée, encore une fois, c'est ne cherchez pas l'outil qui possède, enfin, ne faites pas le choix d'un outil pour ensuite chercher à bénéficier des fonctionnalités et les appliquer à votre organisation. Définissez votre organisation et recherchez l'outil le plus fonctionnel et qui fitera le plus avec cette organisation. Et là, a priori, on a toutes les clés pour faire de votre projet un succès. Ensuite, je pense que tu peux plus en parler, Antoine, sur peut-être l'ergonomie et sur la façon de... Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'au-delà des fonctionnalités et de l'adéquation de la solution à votre budget, il y a un point qui est vraiment très stratégique dans un contexte d'outils dédiés au service client, c'est l'ergonomie, effectivement. L'ergonomie, ça va être ce qui va permettre à un agent, à un conseiller dédié à la gestion de la relation client. Sa valeur ajoutée à ce conseiller, c'est pas de passer du temps à qualifier une demande, à la traiter dans un outil qui serait pas ergonomique, pas pratique à utiliser au quotidien. La vraie valeur ajoutée d'un conseiller, c'est de consacrer du temps au client pour répondre à son besoin, à sa question.
Donc, la problématique de l'ergonomie, elle est évidente. Si demain, vous devez choisir une solution, impliquez vos équipes et valider avec eux si la solution que l'on est en train de vous proposer leur semble adaptée à un usage au quotidien. Voilà. Ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui vous traitez votre service client au travers d'une boîte mail, le gain de productivité que peut vous apporter une solution dédiée de helpdesk va être vraiment énorme. On a déjà eu, nous, des retours d'expérience en termes d'analyse du ROI qui sont très importantes. On a des clients qui ont gagné l'équivalent d'un ETP qui était uniquement dédié à la qualification et la hiérarchisation des demandes entrantes sur une boîte mail. La mise en place d'un helpdesk va permettre d'économiser cet ETP. Alors évidemment, on va privilégier le fait de le garder dans l'équipe, mais on va plutôt lui demander du coup d'intervenir pour répondre aux clients et leur apporter les réponses aux questions qu'ils se posent au quotidien. Et sur les fonctionnalités, parce que j'ai vu passer une question, et c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, sur l'importance du contexte entre B2B et B2C, est-ce que le distinguo B2B et B2C est important dans le choix d'une solution? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en e-commerce, on peut avoir des contextes B2B, c'est quelque chose qui évidemment est de plus en plus classique. B2B, B2C, évidemment, il va falloir valider que les fonctions de la solution sont adaptées. Aujourd'hui, la plupart des outils sont capables de répondre aux deux contextes. Le choix de la solution, encore une fois, lui, il va surtout se faire vis-à-vis des fonctionnalités qui vont être proposées. Est-ce que ces outils-là répondent à mon besoin? Alors évidemment, si je suis dans un contexte B2B, est-ce que je suis à même de gérer cette spécificité avec l'outil? Il faut s'en assurer. À ma connaissance, les principaux outils du marché répondent aux deux cas de figure. Ce qu'on constate souvent dans un contexte B2B, c'est qu'en réalité, le client final a l'habitude d'avoir un interlocuteur dédié. C'est là, pour moi, où c'est réellement la nuance, là où le consommateur en B2C, finalement, cherche à obtenir une réponse de qualité qui va l'accompagner dans son acte d'achat ou dans son parcours. Le client B2B va chercher à obtenir de l'information d'un contact privilégié qu'il connaît, avec qui il travaille depuis de longues années. Et c'est pour moi une des seules nuances à avoir en tête quand on adresse cette activité. Des questions, là il y a encore une question sur les bonnes pratiques. Alors on en a un petit peu parlé, effectivement. Il ne faut pas oublier la notion de proactivité, de ne pas se contenter, on l'a déjà beaucoup dit, d'interagir uniquement en phase post-achat, mais d'être capable de se positionner sur toutes les étapes du parcours client. Ça, c'est vraiment important. On a parlé aussi à l'instant de la priorité numéro 1, qui est de répondre à la question du client. Ça on l'a dit. Est-ce que tu vois d'autres bonnes pratiques, toi aussi, Romain, qu'on pourrait… Aujourd'hui, je pense que tu l'as très bien résumé. L'idée, c'est réellement de s'inscrire. La bonne pratique, c'est de ne pas faire l'erreur de se positionner sur le post-achat, tu viens de le dire, vraiment sur la totalité du parcours, de bien prendre en compte tous les usages de votre client. Aujourd'hui, le parcours d'achat omnicanal ou multicanal aujourd'hui, mais dans un sens e-commerce, est important à prendre en compte pour comprendre quels sont les touch points pour activer la vente sur mon site e-commerce, quels sont les leviers que j'ai déjà mis en place et qu'est-ce que je vais pouvoir adresser pour améliorer cette relation. Et puis, il y a un dernier point, c'est que pour moi, il ne faut pas négliger tout ce qu'on disait tout à l'heure autour du self-service, c'est-à-dire que on le disait en introduction, aujourd'hui, mettre en place tous les outils et toutes les informations nécessaires pour trouver les informations classiques à un client, c'est déjà adresser la moitié des besoins de vos clients. Donc aujourd'hui, fournir l'effort, qui est souvent un effort mineur par rapport à la mise en place d'un vrai service client avec une hotline téléphonique et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, faire le travail sur la mise en place d'une base de connaissances, d'une FAQ de qualité,
d'informations sur mes produits de qualité qui permettent à mon client de se décider sur le bon produit et de les comparer entre eux. Potentiellement de mettre en place des outils de chat entre utilisateurs de votre site, permettre à des personnes identifiées ou non d'échanger sur le site. Mais ça permet déjà de faire un grand pas en avant et d'adresser la moitié des problèmes aujourd'hui fréquents de votre clientèle. En termes de bonnes pratiques, notamment lorsque l'on est dans une phase de déploiement d'une nouvelle solution, ce qui est aussi important, c'est d'avoir une approche itérative. Ne pas vouloir déployer un ensemble de canaux d'un coup, les tester aussi, ces canaux, on a un petit peu dit déjà aussi, mais est-ce que le chat, par exemple, est une réelle valeur ajoutée pour mes clients ou pas? Rien ne m'empêche d'activer un module chat pendant une période de quelques semaines, quelques mois, et de prendre le temps de me poser, d'analyser un petit peu l'efficacité de ce canal par rapport à ma cible. Ouais. Si on n'a pas de réelle valeur ajoutée, ça ne sert à rien de maintenir un canal qui n'apporte pas d'intérêt pour ses clients. Et c'est un très bon point qui fait écho à cette question qui, sans la reformuler, c'est comment mesurer la satisfaction client, mais au-delà de ça, comment mesurer, je pense, l'efficacité des leviers que tu mets en place. Dans le sens où les mettre en place, c'est très bien. En revanche, un point très important, et je pense que tu en parleras mieux que moi, c'est de parvenir à mettre en place les bons indicateurs pour savoir si ces canaux sont efficaces et améliorer la satisfaction des clients. En fait, effectivement, donc à partir du moment où on parle de satisfaction, ça veut dire qu'il faut être à même de solliciter son client après son interaction avec le service support. Être capable de lui demander quelle est la manière dont il a perçu la qualité de la réponse qu'on lui a donnée dans sa démarche de sollicitation du service client. Donc, mettre en place un système où on va pouvoir demander son avis à un client, c'est important. Ça fait sans doute partie des fonctionnalités que la solution que vous allez choisir doit proposer. Et puis après, derrière, ce qui est surtout très important aussi, c'est de prendre le temps, évidemment, d'analyser les résultats de ces campagnes d'enquête de satisfaction. Et je dirais même avant de les analyser, c'est de mettre en place certainement les workflows derrière, les process. Quel plan d'action je me donne lorsqu'un client manifeste son insatisfaction suite à une enquête? Il ne faut surtout pas, évidemment, se contenter de sa réponse. Il faut aller au-delà et être capable, pourquoi pas, de revenir vers lui pour en savoir plus, essayer de comprendre pourquoi il a été insatisfait et essayer eh bien, de transformer cette insatisfaction en un client qui potentiellement, effectivement, qui apprécie la façon dont on a résolu son problème. Exactement, et qui finalement trouvera derrière cette qualité de service, et bien sera à même, pourquoi pas, de revenir sur le site web parce que d'une insatisfaction, on sera arrivé à le retourner et améliorer son ressenti. On a répondu quasiment à toutes les questions. Ouais, il y en a une sur le ROI, mais je pense qu'elle rejoint celle qu'on vient de... À quel ROI s'attend? Je pense qu'on... Ouais, on en a commencé à effectivement. En avant-vente, effectivement, en termes de ROI, on peut envisager une amélioration du taux de transformation. On peut diminuer le taux d'abandon du panier. On l'a vu au niveau des chiffres clés. On a 7 clients sur 10 qui ne transforment pas leur panier. Puis toute la problématique de gestion aujourd'hui des retours, c'est vrai que en parvenant, alors de manière automatique ou humaine, à fournir les bonnes informations à un client qui serait indécis dans le choix de son produit, ce qu'on peut connaître dans le retail. Je commande le 36 et le 38, je suis persuadé d'en retourner un parce que l'un ne m'ira pas correctement. C'est toutes ces pratiques aujourd'hui qui sont généralisées dans le e-commerce qu'on va pouvoir chercher à contenir en vue de optimiser mes coûts, évidemment, parce que mes coûts de retour seront diminués,
mes disponibilités en termes de stock seront favorisées. Et c'est là où, encore une fois, l'erreur à ne pas faire, c'est de se concentrer sur mon service client et après l'achat. Non, certainement pas. La majeure partie des enjeux aujourd'hui adressés se trouve quasiment en amont sur le conseil, la proactivité, l'accompagnement d'un client qui aurait des difficultés à passer commande, à l'accompagner sur le bon mode de paiement, le bon mode d'expédition, en vue d'augmenter sa satisfaction, évidemment, mais de réduire vos coûts et vos process, en tout cas simplifier vos process en interne. Et puis, il y a évidemment, je pense que la notion de fidélisation, aujourd'hui, mais ça tu l'as dit, un client qui est satisfait aujourd'hui de la relation qu'il a avec une marque est un client plus fidèle, sans aller jusqu'à une fidélité aveugle, mais en tout cas plus fidèle qu'un client traditionnel qu'on n'aurait pas accompagné. On a quasiment fait le tour de toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez encore un point que vous souhaiteriez voir abordé. Ouais, je pense que, en tout cas, on a abordé tous les aspects évoqués par vos questions. En tout cas, c'est l'exercice de 45 minutes ensemble aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on reste à votre disposition pour approfondir dans ce sujet dans votre contexte, dans votre organisation, pour avoir des choses un peu plus précises par rapport à votre organisation et à vos objectifs dans cette problématique. N'hésitez pas, Antoine me disait, des communications seront faites sur les supports qu'on a présentés aujourd'hui, le lien vers cet article de blog qui existe, et puis tous ceux qu'on adresse régulièrement à nos clients au travers de notre site web. Ouais. Donc dans tous les cas, on reste à votre disposition. Et quelques mots simplement sur notre actualité, puisqu'on sera présent dès la semaine prochaine à la Paris Retail Week les 24, 25 et 26 septembre à Paris. Donc, et encore, si vous êtes de passage sur ce salon, n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour évoquer ces problématiques ou vos projets actuels. Sur le salon Solutions, au même endroit à Paris, le 1er, 2 et 3 octobre. Et puis un événement un petit peu exceptionnel, effectivement, qui est l'événement Perspective Client, qui est proposé par Synolia, qui va se rendre dans les 4 villes de France où des agences Synolia sont implantées, donc à Lyon, là où on a notre siège, mais également à Paris, à Bordeaux et à Rennes. Ce sera l'occasion pour nous de venir à la rencontre des professionnels, pour nous comme pour vous, des professionnels, et de partager une expérience autour de l'expérience client et du parcours client en général, avec des ateliers interactifs qui vont être proposés à l'ensemble des participants, donc des matinées qui seront très enrichissantes, et il nous reste encore quelques places sur ces 4 événements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur notre site web, et puis on ne manquera pas de toute façon vous donner ces informations-là par mail dès la fin de ce webinaire. Voilà, j'espère que cette petite heure aura répondu à vos attentes, que vous aurez retiré un petit peu de positif de tout ça. J'ai envie de mettre des choses en place. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Bon appétit à tous, et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.